Cicéron. Tome 4. TUSCULANES. Livre 4. LIBERQUARTUS. Livre 3. Livre 5. TUSCULANES. Livre 4e. Des passions. Qu'il faut les vaincre. Je ne puis, Brutus, qu'admirer l'esprit et les vertus de nos pères, quand je pense à ce qu'ils ont fait, et comment ils transportèrent chez eux, quoique bien tard, ces sortes de sciences qui étaient particulières aux Grecs. Tout ce qui regarde les hospices, les comices, les appels, le Sénat, la cavalerie, l'infanterie, l'art militaire. Tout cela, dès la naissance de Rome, fut divinement réglé, tant par nos rois que par nos lois. Pour tout le reste, du moment que la République eut secoué le joug de la royauté, on se hâta d'arriver à la perfection. Et les progrès furent d'une rapidité qui n'est pas croyable. Mais ce n'est pas ici le lieu de m'étendre sur la discipline établie par nos ancêtres, sur notre police, sur notre gouvernement. J'en ai parlé ailleurs assez au long, surtout dans mon traité de la République, divisé en 6 livres. Quant aux sciences donc, je trouve qu'il y a tout sujet de croire que nos pères les ayant tirées d'ailleurs, les ont goûtées, maintenues et cultivées. Ils avaient presque sous leurs yeux le grand, le sage Pythagore. Car il vivait en Italie, du temps que ce Brutus, par qui votre nom a été si dignement illustré, mit fin à l'esclavage de sa patrie. Or je suis persuadé, que comme la doctrine de Pythagore se répandait de tous côtés, elle parvint jusqu'à Rome. Et outre que cela est de soi-même assez probable, d'ailleurs il en reste des vestiges, qui ne permettent guère d'en douter. Peut-on, en effet, se figurer que, pendant tout le temps que les Grecs eurent des établissements si considérables dans cette partie de l'Italie, qui fut appelée la Grande Grèce, nos Romains n'entendirent parler, ni de Pythagore lui-même, ni de ses disciples, dont les doctes leçons firent tant de bruit? Je crois bien plutôt que c'est là ce qui depuis a fait mettre au rang des pythagoriciens, le roi Numa. On savait quels étaient les préceptes de Pythagore. La tradition apprenait quelle avait été la sagesse, l'équité de Numa. Et là-dessus, comme on était peu versé dans la chronologie de ces temps reculés, on s'est imaginé qu'un roi, dans qui la sagesse fut portée à un si haut point, avait été à l'école du philosophe. 2. Je ne donne cela que pour une conjecture. Mais à l'égard des vestiges qui nous restent des pythagoriciens, il serait aisé d'en produire quantité, si c'était ici notre objet. Je me renferme dans un petit nombre. Telle était, dit-on, leur méthode, qu'ils mettaient envers les articles secrets de leur doctrine, et qu'après de longues méditations, ils avaient recours aux chants et aux instruments, pour se tranquilliser l'esprit. Or Quéton, auteur de Grand Poids, rapporte dans ses origines, que parmi nos ancêtres c'était aussi l'usage dans les festins de chanter, avec l'accompagnement d'une flûte, les exploits et les vertus des grands hommes. On voit par là que dès lors nous avions une poésie, et une musique. On voit encore plus formellement par nos 12 tables, que dès lors les vers étaient connus, puisque la loi défend d'en faire d'injurieux. Alors, de même qu'aujourd'hui, dans certaines solennités de nos temples, et dans les repas publics des magistrats, il y avait des concerts d'instruments, à l'imitation de ce qui se pratiquait dans l'école de Pythagore. Un siècle qui avait pris cette savante école pour son modèle, était-il un siècle d'ignorance? Je crois même, que le poème d'Appius l'aveugle, dont Panétius fait de grands éloges dans sa lettre à Tubéron, est l'ouvrage d'un pythagoricien. Je pourrais enfin montrer, que plusieurs de nos sages coutumes nous sont venues de là. S'il n'était plus à propos de ne point laisser voir que des choses qui passent pour venir de nous originairement, nous les avons empruntées. Revenons au progrès que les sciences ont fait parmi nous. Combien nous avons eu de grands poètes, combien d'orateurs, et dans combien peu de temps. Preuve évidente, que rien n'a été difficile à nos Romains, du moment qu'ils ont voulu s'y appliquer. J'ai parlé ailleurs, et souvent, de toutes les autres études. J'en parlerai encore, quand il faudra. Mais pour la philosophie, qui est l'étude de la sagesse, quoiqu'elle ne soit pas nouvelle parmi nous, j'aurais peine cependant à vous trouver dans Rome le nom d'un philosophe, avant le temps de Scipion et de Lélius. Ils étaient fort jeunes, lorsqu'Athènes députa vers notre Sénat Diogène et Carnéade, celui-ci académicien, né à Cyrène. Celui-là stoïcien, né à Babylone. Or quelle apparence qu'on les eût tirés de leurs écoles pour une telle ambassade, eux qui n'avaient jamais eu de part au gouvernement d'Athènes, si dès lors quelques-uns de nos principaux sénateurs n'avaient pas été dans le goût de la philosophie. Mais, plus curieux d'instruire par leurs exemples que par leurs écrits, nos pères n'ont rien laissé sur le plus important de tous les arts, qui est celui de bien vivre. Quoiqu'il nous reste beaucoup d'ouvrages en tout autre genre, droit civil, éloquence, histoire.
Jusqu'à présent donc notre langue ne nous fournit point ou presque point de lumière sur cette belle philosophie que Socrate mit au jour, et qui s'est perpétuée, tant parmi les péripatéticiens que parmi les stoïciens, dont les controverses, nées de ce qu'ils s'expriment différemment, sont discutées par les académiciens. Jusqu'à présent, dis-je, nos Romains ont peu écrit sur cette partie de la philosophie, soit qu'ils aient été trop occupés d'ailleurs, soit qu'ils n'aient pas cru qu'elle pût être bien reçue d'un peuple ignorant. Pendant qu'ils ont gardé le silence sur ce sujet, il s'est élevé un certain Amasignos, qui a débité la doctrine d'Épicure. Tout le monde l'a embrassé avec vivacité, ou parce qu'il était bien facile de l'apprendre, ou parce que les charmes de la volupté y portaient, ou peut-être aussi parce qu'on n'avait rien encore publié de meilleur en matière de philosophie. Une foule d'écrivains ont marché sur les traces d'Amasignos. Ils ont inondé de leurs ouvrages toute l'Italie, et au lieu de conclure que leur doctrine étant ainsi à la portée et au goût de l'ignorance, elle n'a donc rien de bien recherché, ils prétendent que c'est au contraire ce qui en fait le mérite. 4. Permis à chacun de penser comme il veut, et de tenir bon pour son parti. Quant à moi, selon ma coutume, ne m'attachant servilement au système d'aucune secte particulière, je chercherai toujours à voir sur quelque matière que ce soit, de quel côté se trouve le vraisemblable. Je l'ai cherché plusieurs fois avec soin, et surtout depuis peu dans mes conférences de Tusculum. Vous savez ce qui fut dit les 3 premiers jours. Il s'agit présentement du 4e. Quand nous fûmes descendus dans mon académie, comme nous avions fait les jours précédents, j'ouvris le discours. C. Quelqu'un veut-il dire sur quoi il souhaite que la dispute roule aujourd'hui? Là. Je ne pense pas que le sage puisse être exempt de passion. C. Vous avouâtes cependant hier qu'il pouvait se mettre au-dessus du chagrin. Peut-être fut-ce complaisance de votre part. Là. Point du tout. Je me rendis à la force de vos raisons. C. Vous croyez donc vraiment que le chagrin ne peut rien sur le sage? Là. J'en suis convaincu. C. Si le chagrin ne peut le troubler, nulle autre passion ne le pourra. Car enfin, serait-ce la crainte? Mais le mal absent, qui fait la crainte, aurait-il plus de pouvoir que le mal présent, qui fait le chagrin? En supprimant le chagrin, vous supprimez la crainte. Il ne reste donc plus que 2 passions, qui sont la joie folle, et la cupidité. Donc, si celles-ci n'ont point d'empire sur le sage, rien ne trouble la tranquillité de son âme. Là, je l'avoue, c'est, eh bien, choisissez. Voguerons-nous d'abord à pleine voile, ou commencerons-nous par ramer, comme on fait en sortant du port? Là, je ne conçois pas bien ce que vous entendez par là. V. C. Je veux dire que Chrysippe et les stoïciens, en traitant des passions, sont très longs à les définir, à les diviser, mais très courts sur les moyens de s'en garantir. Que les péripatéticiens, au contraire, s'étendent fort sur les moyens de calmer les passions, mais ne touchent point à toutes ces divisions, à toutes ces définitions, qui n'ont rien que d'épineux. Je vous demandais donc si j'entrerais en matière à voile déployé. Ou si d'abord, avec les rames de la dialectique, je tâcherais d'avancer peu à peu. Là, je crois que pour mettre la matière dans un grand jour, il sera bon de réunir ces 2 méthodes, en commençant par la dernière. C. C'est aussi mon sentiment, et au cas que vous trouviez quelque chose d'obscur, vous y reviendrez. Là, d'accord, je suis pourtant bien sûr, que dans ces sortes d'obscurité, vous serez, à votre ordinaire, plus clair que ne le sont les Grecs. C. J'y tâcherai, mais appliquez-vous. Car vous risquez de tout perdre, si vous perdez un mot. Pour expliquer ce qu'on appelle passion, je commence par supposer avec Pythagore et avec Platon, que notre âme se divise en 2 parties, l'une raisonnable, et l'autre qui ne l'est point. Il règne dans la première, selon eux, un calme parfait, une paisible et douce égalité. Dans l'autre il s'élève d'impétueux mouvements, ou de colère, ou de cupidité, qui attaquent la raison. Je pars de ce principe. Mais, pour définir les passions, et pour en marquer les différentes espèces, je suivrai les stoïciens, qui sont, de tous les philosophes, ceux qui ont ici montré le plus de pénétration.